Voilà, merci de nous rejoindre pour ce forum de discussion. Ça se discute. Jules Temiti, bonsoir. Bonsoir François David, bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes juriste, analyste politique et gérant du cabinet juriste et associé. Mohamed Yamili, analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. Bonsoir. Voilà, nous avons les premiers chiffres du BEPC session de juin 2024. Un taux d'admissibilité en net progrès, on parle d'un peu plus de 110%. Sur le compte de quoi vous mettez, on peut mettre du moins ce bond en avant. On sait que l'année s'est bien déroulée, en tout cas une année quand même apaisée et bien menée. Bon, à tout le moins, quand on a eu une année apaisée comme on en a depuis un bon moment, je dirais, depuis que pour des questions d'humeur, on ne peut plus se permettre, on ne peut plus aller faire grève, pas parce que la grève est interdite, mais parce qu'elle a été encadrée. De sorte même qu'à la limite, il me semble que ceux qui utilisaient ça comme une arme contre les gouvernants ne trouvent plus la nécessité de le faire. Je ne vais pas refaire l'historique. Donc, quand on a une année avec accalmie et que les enseignants ont été normalement en classe, que les heures de cours ont été égrenées comme ça se doit, on n'a pas entendu de remous. Aucun problème n'a été porté à notre connaissance, ou du moins à la connaissance du public en ce qui concerne le déroulement des cours durant toute l'année scolaire. Et donc, quand on a eu ça, avec quelque part une bonne partie de ceux qui sont chargés de dispenser les enseignements aux enfants, c'est-à-dire ceux qu'on appelle aspirants au métier de l'enseignement, qui ont été dopés et qui ont reçu quand même une motivation, donc pour pouvoir bien faire leur boulot, parce que comme j'aime le dire souvent, il faut savoir faire son boulot par la compétence avérée, pouvoir faire son boulot avec les moyens nécessaires et adéquats, ensuite ou enfin, et vouloir faire son boulot par la motivation permanente des hommes, parce que le manque de moyens engendre à long terme le manque de compétences. Donc quand je résume tout ça et que ces conditions-là ont été réunies, il y a de quoi qu'on puisse avoir une année tranquille et des résultats probants, et donc des résultats à la hauteur de, bon, pas tout à fait à la hauteur, parce que là on est à 71 ou 72% du taux d'admissibilité. Bon, en même donc temps, je dirais pas, à la hauteur de nos ce n'est qu'un indicateur. De nos attentes. Et maintenant, pour aller un peu plus loin, et quand toutes ces conditions-là sont réunies, il faut aussi ajouter le fait que moi, aujourd'hui, j'ai pu consulter les résultats. Je pense qu'il y a un effort qui a été fait dans ce sens-là. Et en moins de 30 secondes, j'ai pu avoir un résultat. C'est quelque chose qui m'a assez surpris par rapport on a annoncé 17h, mais déjà à 16h, c'était déjà disponible et il y avait l'accessibilité. C'est quelque chose de bien. Ça veut dire que quelque part, la plateforme aussi a été bien apprêtée. Donc, c'est tout un ensemble de conditions que je vais relever pour montrer qu'il y a eu un travail de préparation de fond qui nous a conduit à ce résultat-là. Et donc, on peut féliciter les acteurs, aussi bien le gouvernement, le président de la République, les ministres en charge de l'enseignement, et la direction des examens et concours, les enseignants, tous ceux qui ont participé les apprenants et les parents aussi. Et les parents, et enfin les apprenants pour ceux qui ont pu tirer leur épingle du jeu, parce que pour moi 73, combien de pourcents, on pourrait encore faire mieux. Parce que l'examen, il faut le dire, c'est pour les élèves moyens, c'est pas un concours. Ça veut dire que dans le lot, c'est-à-dire que de tous ceux qu'on a présentés, il y a environ, du moins de 75% qui ont le niveau moyen. Voilà pour moi l'interprétation que je fais de la chose. Jules Temeti, on aurait pu penser que ce modèle unique de BEPC aurait pu pénaliser un peu plus de monde, puisqu'on on a même parlé sur ce plateau. Il n'y a plus de disparité en cette matière, que ce soit les matières scientifiques, les matières littéraires. Il y a un BEPC unique. Apparemment, ça a plutôt, disons, été à l'avantage de beaucoup plus d'apprenants que d'être un frein. Oui, bien évidemment. Je voudrais d'abord commencer par, comme vous l'avez dit tantôt, je ne manquerai pas de féliciter les autorités politico-administratives du monde de l'enseignement pour tout ce qu'ils ont fait.
tous les enseignants, c'est-à-dire toutes catégories confondues. Je n'oublie pas les parents d'élèves et je félicite en dernier ressort les 91 531 candidats qui ont pu tirer leur épingle du jeu pour nous donner en fait ce 213,71% d'admissibilité. Comme vous le disiez, moi personnellement, j'avais en fait un certain nombre de réticences par rapport, on se demandait ce que ça allait être de cette session unique, puisque nous l'avons dit, c'est comme l'avait dit, la suppression en fait de cette affaire de moderne coup, moderne non, pour lequel l'idée centrale c'est de, comment dire, renforcer les bases des apprenants tant en littérature que dans les matières techniques. On s'était dit que ça devait avoir d'une certaine façon en fait une certaine répercussion négative en fait sur les résultats. Seulement que en fait c'est qu'on n'est pas venu cette année pour instaurer la mesure. La mesure avait été annoncée il y a de cela 3 ans, 4 ans, et donc cela suppose que depuis la 6e, les apprenants ont été commencés par être préparés en fait à ça. Donc cela montre en fait que c'est une mesure en fait qui a suivi en fait un processus. Il y a eu, comme on peut le dire, comment dire, un temps de l'attente qu'on a mis, je pense que c'était 2 ans ou 3 ans, à partir du moment où la mesure a été annoncée, ce qui suppose que depuis la classe de 6e ou de la classe de 5e, ça a été déjà mis en application. 4e, les apprenants sont moulés autant en PCT, ce qui était physique, chimie, que dans les matières littéraires, notamment le choix entre comment dire, l'allemand et l'espagnol, doublé avec la langue vivante 1 qui est l'anglais. Et donc, ce qui veut dire aujourd'hui que nous pouvons dire, en fait, sur la base de ces résultats, que nous avons en fait des élèves brevetés, d'accord, qui sont pour le moins équilibrés, puisqu'en vérité c'est ce que nous recherchions pour donner en fait pour laisser toutes les chances en fait aux apprenants de pouvoir peut-être éventuellement faire le choix de l'orientation après. Il ne faut pas que très tôt ils soient limités dans leur orientation parce que on les aurait privés en fait d'un certain nombre de disciplines en jugeant très tôt d'une certaine façon qu'ils ne sont pas aptes pour telle ou telle discipline. Donc, nous pouvons dire que la mesure a montré en fait ses premiers fruits et les fruits sont positifs et donc on ne peut que continuer à les encenser. Donc, imaginons si c'était un peu le contraire qui s'était produit, on pourrait imaginer en fait le désarroi. En fait, très tôt, on aurait déjà comment dire, pointé du doigt les autorités politico-administratives qui ont pris cette décision. Mais bien heureusement, comme je le disais, la décision n'a pas été une décision brusque. La décision a suivi un processus, il y a eu de la méthodologie et donc à terme, nous pouvons nous féliciter tous d'avoir contribué d'une manière ou d'une autre. Parce qu'ici aussi, nous avons contribué en dissipant quelque peu en fait les doutes, les craintes et les inquiétudes que les parents pourraient avoir, les apprenants aussi. Vous rappelez, c'était même la veille, c'était quelques jours avant la veille de l'examen. Et donc, c'était une première. Il était nécessaire quand même que, en fait, l'opinion, d'une certaine façon, soit préparée, soit éveillée par rapport à ces questions-là. Pour se dire, en fait, il n'y a pas péril dans la demeure, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Les apprenants ont été préparés et ils ont démontré, en fait, de quoi ils sont capables, tout ce qui a été fait jusque-là. Voilà, je reste avec vous, il reste les matières, il reste les euros. D'expérience, est-ce que cette seconde partie vient tempérer quelque peu les résultats ou en réalité ne change pas grand-chose? Non, on ne peut pas dire que ça ne change pas grand-chose, ça change beaucoup de choses. Peut-être les mentions. Ça change beaucoup de choses dans les mentions. Et rendez-vous compte que à l'issue, en fait, de ces épreuves sportives orales, il y a des candidats qui sont recalés. Donc, à partir du moment où un seul candidat peut être recalé à cette phase-là, ça veut dire que ça a tout son importance. Donc, pour dire que ces candidats admissibles, puisque le nom l'indique, ce n'est pas des candidats admissibles, c'est un candidat admissible, ils ne sont que admissibles. Donc, c'est une partie qui est passée, il reste toujours dans la tendance, mais la probabilité est forte maintenant que l'on tire son épingle du jeu. Pour dire que tout autant ce qui est passé, les épreuves qui restent à venir, notamment les épreuves sportives, sont tout aussi importantes. Voilà, un changement, une réforme du BPC qui porte plutôt de bons fruits.
Bon, à tout le moins, comme je l'ai dit, on a eu le temps de préparer ceux qui ont été soumis là maintenant à l'examen, puisque ça fait cette première. 3 ans que la mesure a été annoncée, et donc on les a préparés. Sauf erreur de ma part, PCT, je crois que c'est à partir de la classe de 4e, sauf erreur de ma part, à moins qu'on a amené ça en 5e. Je ne sais pas trop, parce qu'avec l'approche par compétences de nouveaux programmes là, tout a été un peu chamboulé. Donc, de toutes les façons, c'est qu'on a pu préparer ceux-là maintenant qui sont en train de passer le BPC cette année. Donc, ça veut dire pour moi qu'un travail a été fait et a été fait comme ça se doit, comme il le faut pour qu'on puisse arriver à ce résultat-là. Et c'est à encourager. On espère que ça continue davantage, qu'on puisse avoir encore, c'est-à-dire que le niveau soit élevé pour qu'on puisse avoir de résultats plus probants que ça et de meilleurs résultats, je dirais. Ce n'est que le pays qui gagnerait. Ce qui engendrerait forcément sur la question aussi de l'orientation et de l'orientation après le BPC. Donc, c'est à tout le moins une bonne chose. On peut s'assurer ou on peut quand même le penser, hein, et à juste titre que ceux-là, je ne suis pas en train de jeter l'anathème sur, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient passé le BPC avant ceux-ci, ou du moins avant que la réforme soit faite, soit appliquée. Je ne suis pas en train de jeter l'anathème sur eux, mais plutôt je suis là en train de constater. Jeter ça sur vous-même aussi. Non, pas du tout. Je n'ai pas eu à faire les frais de cela. Moi, je n'ai pas eu à choisir. Quand j'ai fait, c'est le même modèle de BPC que ceux-ci viennent de passer là, que j'ai eu à passer aussi. Et on a fait le débat ici la dernière fois. Nous avons vu aujourd'hui ce que ça a donné. Et quand on est gouvernant et on se rend compte de ça, c'est bien d'avoir pensé comme a pensé le gouvernement. C'est bien d'avoir pris cette décision et de l'avoir appliquée en préparant. Julio est un peu frustré quand je parle comme ça, en s'y préparant pour avoir le résultat qu'on a là. Que lui l'a fait. Pour moi, ce sur quoi je veux mettre le doigt, c'est la méthode, pour ne pas dire la méthodologie. Mais je parlais plutôt de la méthode. On a fait un constat. On ne s'est pas laissé emporter par le fait d'avoir un résultat tout de suite. On s'est dit, si on veut avoir un résultat, parce qu'on forme des gens pour l'avenir, pour demain, il faut qu'on se donne le temps. Et on s'est donné ce temps-là. On les a préparés et ça donne ce qu'il y a là. Je pense que cela étant considéré comme un acquis, on va faire le point de ça, voir ce qui a bien marché dedans, ce qui reste encore à renforcer. Et donc, cela sera renforcé certainement par les autorités en charge de l'éducation pour que les années à venir, je vais dire 2022, 25, 26 et toutes les années qui vont suivre, que la réforme perdure et qu'on ait encore, que le taux soit élevé d'admissibilité, donc qu'on ait encore des élèves mieux formés, plus aptes à aller au second cycle pour avoir encore une formation beaucoup plus élargie, qui leur donne beaucoup plus d'aptitude et de capacité cognitive, parce que c'est de cela qu'il est question. On a besoin d'être équilibré, d'avoir des notions d'un peu de tout pour faire face non seulement à la vie, mais aussi dans les choix de filière qu'on fera après, parce qu'en réalité, je ne vois pas une filière que vous allez choisir où ces notions d'interactivité ne vont pas compter pour votre formation et donc ensuite pour votre employabilité. On finit sur cette question avec vous. Vous vouliez réagir quand Oui, je voulais dire quelque chose en fait pour repréciser les faits dans leur contexte de temps. Pour dire que si vous avez fait votre BPC après 2002, c'est-à-dire que vous avez eu à choisir. Quand bien même pour certains, ils ne savent s'ils n'ont pas choisi en fait, parce que ils ont été en fait faire physique chimie naturellement. Ce qui a été en fait, il faut encore le repréciser en fait dans la mesure, c'est que les apprenants avaient le choix faire moderne court, moderne non. Mais on a constaté à partir d'un certain moment où qu'il y a une ruée en fait vers le moderne long, vers en fait l'allemand et l'espagnol au détriment des PCT. Alors que quand vous voyez en fait l'évolution de notre monde aujourd'hui en termes de compétences, les questions du digital, du numérique, vous ne pouvez pas véritablement préparer en fait la relève pour limiter cette relève-là à rien qu'avec les lettres. Donc, il faut travailler à équilibrer les compétences. Et donc, ce choix-là, c'est un choix judicieux d'une certaine façon d'amener en fait les uns et les autres, tous les apprenants, à pouvoir expérimenter autant les sciences
que les lettres, quitte peut-être à faire des choix plus orientés d'une certaine façon après. Maintenant, par rapport aux résultats, il faut se dire en fait que oui, nous avons eu une progression. Oui, mais ce n'est qu'un indicateur, ça ne traduit pas le niveau ça réel. Ça ne traduit pas véritablement le niveau. Nous attendons de voir pour celui du baccalauréat, nous sommes en train d'attendre des chiffres. Ça peut nous donner de l'euphorie, mais attendons de voir véritablement. Parce que, excusez-moi de le dire, pour certains, ils vous diront en fait que les résultats d'un examen, ça a aussi un relent d'orientation politique. Quand je dis politique, c'est-à-dire quoi? De la politique éducative d'une certaine façon. Et donc, tout est possible. Attendons de voir en fait que cette tendance-là continue. Vous vous rappelez, dans ce pays, on a eu un CEP lorsqu'on a fait les réformes sur l'approche par compétence. Je crois que c'était en 2006. On a eu CEP 98%, quelque chose que tout là. Donc on a dit, attendons de voir en fait cette génération d'apprenants au BEPC pour voir ce que ça va donner, pour s'assurer que véritablement les résultats reflètent en fait les acquis de ces apprenants-là. Donc ce n'est que ce que nous pouvons espérer, et pour espérer, comme je le disais tantôt, voir en fait cette tendance-là bouger davantage et que ce soit en adéquation avec les acquis de ces apprenants pour que nous ayons en fait, comme nous le souhaitons, nous l'avons surtout toujours souhaité, une relève de qualité. Voilà, nous allons aborder le second sujet de nos échanges. Nous allons parler de CEDEAO, de la monnaie unique. Les chefs d'État ont été en conciliabule en sommet extraordinaire hier, dimanche 7 juillet à Abuja. Un pan du communiqué final qui traduit quelque peu ce qui a été discuté. On apprend ainsi que la Commission a soumis au chef d'État un rapport d'étape sur le niveau de convergence macroéconomique, et les chefs d'État, à leur tour, qui ont enjoint à la Commission d'évaluer les coûts de mise en place des institutions devant concourir à la création de cette monnaie unique et des modalités de participation des États membres à cette initiative. Mohamed Yamidi, on peut se rendre compte que malgré le calme apparent, que ça travaille du côté de la CEDEAO pour arriver à la matérialisation de cette monnaie unique. Pour finir sur la présentation de cette information, la Commission a présenté ce rapport pour la première session ordinaire en 2025. Oui. Absolument, ça travaille et ça ferait mieux de travailler encore davantage. Moi, je ne veux pas les caresser dans le sens des poils parce que l'attente que nous avons par rapport à la CEDEAO, elle est énorme. Je reconnais l'effort des chefs d'État qui font en sorte de faire progresser la communauté et donc par ricochet ces États-là ou les nations qui constituent cette communauté-là. Ce qui en reste. Donc, de 16, on est passé à 15 et maintenant on en est à 12. Donc, cette monnaie commune dont nous rêvons là, qui semble-t-il là, avec le nouveau calendrier, devrait être opérationnel pour 2027, si je ne me trompe d'après le communiqué final, devrait être la monnaie de 12 pays. Puisque là, on en est désormais à 12. Donc, moi, je pense que la Commission devrait encore travailler comme on l'a dit là. Ce que j'ai noté dans le bilan, c'est que la CEDEAO, d'abord, comment on appelle-t-on, en termes le pacte de stabilité et de critères de convergence, ce qui avait été défini pour définir l'échéance de mise en circulation de la monnaie, ça n'a pas changé. Là, maintenant, ils ont pris acte du travail, du rapport de la Commission, mais le pacte de stabilité n'a pas changé. Mais néanmoins, il a été constaté que les pays membres n'ont pas régulièrement travaillé à soumettre leur programme pluriannuel de convergence. Et je me suis posé la question de savoir quelque part, parce qu'on a dit, votre question a été bien posée, ça travaille, je me suis posé la question de savoir, est-ce, entre autres, parce que il y a un peu de, comment je vais dire, ça a traîné sur ce truc-là, ou bien ça a manqué, je ne vais pas dire de sérieux, en fait, d'un peu de rigueur, qu'on en est là où de 2020, on est à 2024, parce que peut-être au moment où les gens fixaient la date de 2020, peut-être qu'ils se disaient que 2020 c'est bien loin, mais on en était là quand 2020 est arrivé, rien ne s'est passé. 4 ans après,
il y a toujours rien. Maintenant, on est en train de se projeter pour 2027. A priori, ce qu'on peut espérer, c'est que vraiment cela soit opérationnel pour amener à plus d'intégration. Parce que pour moi, la question de la monnaie est forcément une question d'intégration. S'il y a quelque chose, par exemple, qui fait la solidité d'un regroupement comme le mois, par exemple, c'est parce que la question de la monnaie nous réunit. Et comme c'est en tandem direct avec l'économie, il n'y a pas de... Personne comment je vais dire, ne va s'amuser avec ces genres de questions-là. C'est quelque chose de vraiment important. Donc, déjà au niveau des chefs de l'État, on peut dire qu'il y a quand même une vision qui est prospective là. Ça montre aussi quelque part le fait que malgré tout ce que l'on dit, la CEDEAO, c'est quand même un exemple d'une communauté, d'une intégration qui marche quand même. Je ne dis pas que ça marche très bien, mais qui marche quand même. Et on a beau dire tout ce qu'on veut dire là, ça reste une intégration. Pour moi, c'est qu'il faut maintenir le cap et aller beaucoup plus à une adhésion. Parce que en me posant la question toujours, pourquoi ça traîne autant? Est-ce que c'est parce que c'est un truc des chefs d'État et se retrouvent entre eux? Est-ce que quelque part c'est parce qu'ils n'ont pas, je vais dire, une petite pression du fait que les populations aussi en réalité, c'est pas peut-être que ce qu'on attend, peut-être qu'on est dans notre droit d'être impatient, mais ces questions de convergence macroéconomique ne se règlent pas du jour au lendemain. On voit que la première économie de l'espace ouest africain, le Nigeria, peut-être sur ces 5 dernières années, est passé par toutes les étapes, a eu beaucoup de difficultés, la récession, donc ce n'est pas chose aisée. Je ne dis pas non. Donc c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure de savoir, est-ce que c'est parce que quelque part les programmes pluriannuels de commerce ne sont pas rigoureusement définis par les États, ensuite pour les verser, qu'on en est arrivé là. En fait, c'est là la question et je me demande, bon, comme il est dit maintenant qu'ils ont défini la période 2025-2029 pour l'élaboration des programmes pour chaque État, on va suivre ça de près, on va voir si cela est fait, ce qui est sûr quelque part, ça va aider à ce que le projet puisse être vite concrétisé. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Voilà, ma question était déjà posée à moitié. C'est peut-être une indication de ce que ça travaille du côté d'Abuja, la commission. Peut-être si elle est en échec sur le plan politique, du côté économique et de l'intégration, ça avance. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'instabilité économique au Nigeria, la récession au Ghana, dans beaucoup de pays, ont causé quelque peu le retard de ce chronogramme qu'on peut observer aujourd'hui? François Aginement, on dit chez moi en droit que le pénal tient le civil en l'état. Le pénal tient le civil en l'état. Et je dirais que l'aspect politique tient l'aspect économique. Et donc le premier... ça ronronne sur le plan politique, le plan politique, ça, il ne faut rien espérer sur le plan économique. Parce que c'est d'abord une question de volonté politique. Pour dire que le dernier sommet de la CEDEAO, moi je ne vois rien de nouveau. Je ne vois rien de nouveau qu'un effet d'annonce. Il y a toujours des incertitudes par rapport à cette affaire de l'éco. Simplement pourquoi? Il faut imaginer, la CEDEAO ne pourrait pas tenir en fait ce sommet-là en tenant compte du contexte politique et économique sans évoquer l'éco. Pour moi, en fait pourquoi je disais que pour moi ça semble être simplement comme un effet. Bon, vous ne dites pas que les chefs d'État ont inventé le travail qui est fait non, la commission du travail. Imaginez-vous, en 2020, c'était le 5e échec en 20 ans en fait de la mise en œuvre de l'éco. Et après 2020, il n'y avait plus d'échéance, surtout avec ce jeu que Ouattara a voulu jouer en parlant d'un modèle éco, d'une transformation les pays de l'UEMOA. Voilà, donc il s'est posé une question de paternité de la dénomination éco même. J'espère qu'ils ont fini par régler ce problème et qu'ils sont tous en fait dans la tendance de l'éco de la CEDEAO. Et je dis, ce n'est pas une question de est-ce que les États ont déposé les programmes pluriannuels de convergence, non. La question pour l'économique même se trouve au niveau de la question de convergence. Parce que en fait, pour être ensemble, tout là,
Regardez un peu, j'ai suivi un analyste, monétaire sénégalais qui disait, vous parlez du Nigeria tout à l'heure, où le taux d'inflation va des fois jusqu'à plus de 10%. Vous prenez un pays comme le Bénin, c'est autour de 6%, si ça va trop 7%. Un pays comme le Sénégal, 2%. Comment vous faites? Or, alors que dans les parts de convergence, on dit, il faut que tous les États aient en fait une moyenne acceptable qui soit autour de 6% pour que véritablement, c'est-à-dire quoi, le maximum soit 6%. Parce que... Ça, c'est au sein de l'UEMOA. Non, si nous devons même aller à l'éco, c'est-à-dire il faut que ce que je peux acheter avec 1000 francs ici, si je vais au Nigeria, je peux acheter les choses de la même valeur. Alors que si il y a un trop grand différentiel par rapport à la question d'inflation, le problème ne peut pas, ça ne pourrait pas. Donc, comment nous faisons pour arriver les économies, alors que les économies aussi sont les uns faibles par rapport aux autres, les questions de déficit budgétaire, comment est-ce qu'on arrive déjà à contenir dans les parts de convergence, on dit 3%. Combien d'États arrivent à respecter ces 3% là? Encore une fois, il faut le préciser, c'est pour l'UEMOA. Le Nigeria n'est pas astreint à 3%. Donc, justement, le problème se pose que il n'y a que quand vous prenez, vous voyez, vous le dites si bien et régulièrement. Parce que le Nigeria seul représente, si on peut le dire, sur les deux aspects, plus de 75%. Plus de 75%. En termes de population, c'est plus de la moitié de la population. En termes de PIB, c'est 65%. Et donc, les autres, est-ce que ce sont les autres qui s'arriment au Nigeria ou bien que c'est le Nigeria qui s'arrime aux autres d'une certaine façon? Vous avez la réponse à votre question. C'est les deux. Le problème reste posé. Et donc, moi, je pense en fait, c'est quoi? Et aujourd'hui, surtout que on a évoqué la question d'éco parce que, vous savez, sur le plan politique, avec l'atmosphère politique que nous avons dans la sous-région, la question monétaire est devenue une question de souveraineté nationale. Et donc, on ne pouvait pas tenir ce sommet sans discuter de l'éco. Maintenant, quand on va discuter de l'éco, je pense qu'en fait, l'éco doit continuer après le sommet. Parce qu'en vérité, c'est le péché que nous avons toujours eu. Ce n'est pas une question qui anime l'actualité au sein. Mais ce n'est pas parce que les chefs d'État ne se réunissent pas, la commission travaille tout le temps. Non, vous savez, aujourd'hui, il y a le péché communicationnel ou informationnel d'une certaine façon. Il faut que les peuples, puisque nous parlons des trucs là, il faut que les peuples se saisissent de la question. Se saisissent de la question d'une certaine façon. Pour que chaque État se sente davantage responsable de l'aboutissement du processus. Parce qu'on a l'impression, et ceux qui se disent panafricanistes vont vous accuser de ça, on fait des jeux de troubles à l'endroit de tel chef d'État qui piétine. Sinon, on aura vraiment l'impression qu'il y a des pays où il y a des chefs d'État qui n'ont pas peut-être intérêt à ce que le projet aboutisse. Donc, il faut que véritablement les gens montrent une plus grande volonté, une plus grande dynamique en fait dans le processus pour que 2027, je ne suis pas sûr, alors nous sommes là. Non, 2027, il faut pas y compter. Le sommet de juillet, qui va se tenir en juillet 2025, et qui va se consacrer aux premières études de rapport de commission et tout ça là, j'imagine. Sur la question de les modalités au niveau les modalités, attendez, quelqu'un a dit, en parlant des, des pays du Sahel, qui avait évoqué un temps la question de monnaie, c'est pas une question de boulangerie. Donc, ce n'est pas en 2 ans, ce n'est pas en 3 ans. Donc, véritablement, il doit se rendre compte qu'on a du chemin et que on doit être convaincu que nous avons la ferme volonté d'aller à cette monnaie commune qui non seulement quoi qu'on puisse dire, être peut-être dit aujourd'hui que le franc CFA nous offre en termes de gage, ça devient une question de souveraineté. La CEDEAO, véritablement, parce que moi, au niveau de ce qui se passe, au niveau de trucs là, de l'Union européenne, moi, ça doit normalement édifier. Ce n'est pas les départs le problème, parce qu'il y a une communauté, il y a des départs, il y a des arrivées, d'une certaine façon, même dans la communauté européenne, il y a des départs. Donc, les départs ne doivent pas, freiner l'élan. Ça doit être même un élément motivateur pour montrer véritablement que tout ce qu'on a reproché à la CEDEAO jusque-là, ce n'est pas une question de volonté, mais il y a des pesanteurs que les gens travaillent à surmonter. Et c'est, pour nous, en fait, citoyens de la CEDEAO, c'est toute notre vie d'une certaine façon pour aboutir à plus d'intégration économique, politique et que sais-je encore. Voilà, pour finir avec vous. Oui, mais je le disais, vous partagez le même pessimisme. Vous m'avez dit pour moi, est-ce que c'est parce qu'il faudrait qu'il y ait ne serait-ce qu'une douce pression des peuples
qui puisse amener les chefs d'État à se tenir à un calendrier, quitte à ce que s'ils n'arrivent pas à le faire, qu'ils se rendent compte de leur échec devant les peuples qui ont opté pour ça. Parce que quand on parle de ce dialogue des peuples et qu'on n'arrive même pas à bouger ces questions-là, le peuple même n'était pas imprégné de la chose. Ici, par exemple, on a adopté, les députés ont voté la loi sur l'éco. Les populations ne savent rien. Ils vont se réveiller un beau matin, on va leur dire que ce n'est plus CFA, c'est l'éco. La monnaie a changé. Ils vont dire que quand est-ce qu'on a fait ça? Un jour, les députés se sont levés un matin. Et puis, en fait, c'est ça, en fait, le problème que nous avons. De jour, pas nuitamment. Est-ce que c'est ça? Parce que ces questions-là, on a été vous poser un véritable problème. C'est peut-être ce que vous dites. Ça a été voté à l'Assemblée nationale. Mais bon. Aussi bien ces questions-là, ça dit que ça doit être un choix populaire, une adhésion des peuples. On a adopté l'éco, on est tous allés. Si c'est pas voie démocratique, on est tous allés parce que le fait, bon, le Parlement est représentatif, mais pour autant, vous ne l'avez pas dit, faire campagne pour dire que vous voulez aller à l'éco. Donc, voilà autant de trucs on doit chercher à avoir l'engagement du peuple. Et avec ça, si on a ce calendrier-là qu'on a eu avec le peuple, si ça n'aboutit pas, eh bien, les dirigeants sauront au moins que devant le peuple, ils n'ont pas pu tenir ces engagements-là. Et voilà. c'est ça la question. Merci Mohamed Liamidi. Je rappelle que vous êtes analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. Julio Tometi, juriste, analyste politique et gérant du cabinet Juriste et Associés. Le temps de cette seconde thématique, vous êtes transformé en chroniqueur économique. J'espère que votre pessimisme n'est pas contagieux et qu'il y aura un peu plus d'optimisme que ça. Mesdames et messieurs, on s'en arrête là pour notre forum d'échange. Ça se discute. On se donne rendez-vous demain pour d'autres développements. Mais en attendant, vous pouvez revivre nos échanges sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook ETélé en direct. Et continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin, ETélé avec vous, pour vous.